bienvenue à ce 5e débat du festival Le Temps Presse. Donc, Le Temps Presse, c'est un festival de films engagés au service des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on va traiter d'un des thèmes qui, j'en suis sûre, vous concerne tous, qui est comment voyager responsable. On a tous envie de voyager, de plus en plus, mais avec plus d'1 milliard de touristes qui franchissent une frontière chaque année, dès à présent, 2 milliards attendus en 2030, évidemment, l'environnement, la culture des pays qui sont destinataires reçoivent un impact très fort du tourisme aujourd'hui qui questionne fortement. Donc, est-ce qu'il faut pour autant renoncer à voyager ? Est-ce qu'il faut à minima renoncer à prendre l'avion ? Ou quelle prise de conscience ? Comment faire autrement ? Quels moyens mettre en place pour que le voyage continue à nous faire rêver sans pour autant détruire les endroits où nous nous rendons. On va en parler donc avec nos invités. Aujourd'hui, Éric Labonardière, donc vous êtes dirigeant d'une agence de voyage pas tout à fait comme les autres, qui s'appelle Evaneos. Virginie Babinet, vous êtes une grande voyageuse, une voyageuse Evaneos, parce que vous avez beaucoup utilisé les services de l'agence. Vous nous direz en quoi cela consiste. Christophe Sommet, vous êtes directeur des thématiques du groupe TF1, dont la chaîne Ushuaïa TV. Et Loïc Blaise, vous êtes aviateur et vous êtes aventurier. Et on ne tiendra pas le suspense très longtemps. Non, on ne va pas renoncer à voyager. Je leur ai posé déjà la question à tous les 4. Ça ne sera pas l'axe du débat aujourd'hui. On va surtout parler du sens à donner au voyage et du comment voyager différemment, n'est-ce pas ? Et justement, je vais vous demander, pour vous, quel sens a le voyage d'ailleurs ? Loïc, vous avez donné un sens tout particulier au voyage. Vous allez déjà nous expliquer d'ailleurs que le voyage, pour vous, vous m'avez dit, ça me guérit. L'aventure et le voyage, ça me guérit. Parce que vous n'êtes pas seulement aventurier et aviateur. Il y a une dizaine d'années, on vous a découvert d'un peu moins une sclérose en plaques. Et ça a considérablement changé votre vie. Et le sens que vous donnez au voyage maintenant tient compte de cela, bien sûr. Oui, sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que... Plus proche, c'est ça ? Désolé. C'est une maladie qui lance le chrono, en fait. On sait que c'est dégénératif, c'est très palpable. Les questions de réchauffement climatique, on en entend parler, on comprend qu'il y a une urgence à agir, mais ça reste quelque chose d'un peu abstrait. Quand on le sent dans sa viande, en fait, on sent le chrono tourner. Et du coup, on se mobilise différemment et on prend ça en compte. Ouais, voilà, donc... Mais c'est la seule part que je laisse à cette maladie, en fait, dans mon histoire. Le reste, c'est moi, en mouvement, avec mes convictions et les batailles qu'il y a à mener, quoi. Et vous vous servez du voyage pour faire passer un message, néanmoins. C'est ça aussi votre objectif aujourd'hui ? Oui, plus que ça. C'est-à-dire que quand on se lance un objectif, on se dit, voilà, moi, je veux aller de A à B. Et pour que B soit possible, les conditions sont ça, ça et ça. Et du coup, quand je lance un voyage ou une aventure, je pars avec une série d'objectifs. Donc on n'a plus le temps d'être uniquement dans le discours. C'est que maintenant, il faut déployer des solutions et il faut les déployer très vite. Voilà. Et on parlera du détail, justement, de vos projets dans un instant. Super. Éric Labonardière, donc vous avez fait de votre passion, vous, un métier, puisqu'au départ, vous aimiez voyager. Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, dans le voyage ? Alors dans le voyage, je pense que je recherchais à satisfaire ma curiosité. Enfin, moi, j'étais assez inspiré par des gens comme Loïc quand j'étais enfant, qui, notamment pour certains, réalisaient des reportages à la télévision. Enfin, je pense au commandant Cousteau, des gens comme ça, moi, qui me faisaient complètement rêver. Et donc, assez vite, quand j'ai eu un peu de moyens étudiants et du temps, j'ai essayé de le consacrer au maximum, en fait, à voyager et à essayer de reproduire des aventures, des explorations, des découvertes. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment comprendre le monde, être plus curieux, essayer de se dire que tout le monde n'est pas pareil, que pour arriver à finalement capter les enjeux du monde, découvrir l'autre et découvrir d'autres cultures est essentiel. Et pour ça, il faut le vivre, je pense. C'est pas juste le connaître, le savoir, le lire, le voir à l'image, mais finalement être dans les destinations, être dans des nouvelles cultures, permet de l'appréhender de manière complète.
et ensuite d'agir pour faire en sorte que ça se passe mieux. Donc voilà. Et c'est ça que vous proposez à vos clients aujourd'hui. Mais justement, on va poser aussi la question à Virginie. Virginie, au départ, vous avez voyagé pour votre travail. Exactement, je voyageais parce que j'étais dans l'assurance et j'allais auditer localement la gestion de sinistres. Et en fait, on peut soit se dire je viens, j'audite et je repars, soit se dire je suis au bout du monde, et je veux comprendre ce qui se passe localement, quelle est la culture, pour mieux appréhender, même quand on est dans une multinationale, ce qui se passe localement, parce que c'est pas la même chose qu'en France. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai pris goût, j'ai eu aussi 2 gros accidents de santé qui m'ont fait ouvrir les yeux en disant que le temps presse un peu, et autant profiter de la vie maintenant, et d'aller voir ailleurs quand on a la possibilité, et de profiter d'autres cultures. Donc ce n'est pas forcément votre employeur qui vous l'a demandé, mais vous avez systématiquement prolongé vos séjours pour mieux comprendre la culture sur place. Ah oui, quand je pouvais, c'était quand c'était compliqué, c'était juste un week-end. Ou après, si c'était possible, c'était un peu plus. J'ai embarqué aussi parfois des collaborateurs dans des endroits improbables, 10 heures de voiture pour aller juste dormir une nuit dans les rizières aux Philippines. Mais après, c'est passionnant parce que vous travaillez après la semaine suivante avec des gestionnaires et vous comprenez mieux la façon dont ils raisonnent, etc. Vous enlevez votre prisme de Parisien, etc. Et Christophe Sommet, donc on se connaît par ailleurs, on a travaillé dans le même groupe, grand voyageur devant l'éternel, patron de la chaîne Ushuaïa TV. Vous voyagez pour votre plaisir et pour le travail également. Moi, j'ai eu la chance de très tôt avoir des parents qui m'ont fait voyager. Donc ça vient de là au départ, et assez vite une boulimie, une hyperactivité de voyage qui m'ont fait rencontrer énormément de gens. C'est ça qui me passionne, les rencontres humaines, le patrimoine culturel, le patrimoine historique, puisqu'à Ushuaïa il y a aussi histoire, que je dirige aussi dans le groupe. Voilà, et je dirais que moi quelque part, plus je m'en vais, plus je me retrouve. C'est un peu paradoxal, mais voilà, ce besoin de partir pour mieux revenir, mieux se connaître à travers les autres. Donc beaucoup de transmission, de valeurs importantes dans le monde dans lequel on vit aussi aujourd'hui. Et chez Evaneos, Eric, qu'est-ce qu'on propose à ses clients? Alors, est-ce que c'est justement la rencontre, le sens du voyage? Alors, on a créé Evaneos en se disant en fait que l'offre touristique traditionnelle était assez standardisée, qu'elle permettait de satisfaire ceux qui souhaitaient cocher des cases. Et en réalité, si on souhaite un peu sortir de ces cases et sortir des sentiers battus, l'offre des opérateurs traditionnels est pas adaptée. Et pour autant, on a beaucoup de gens qui veulent partir en dehors de... on part beaucoup en backpacker, souvent au début, quand on est étudiant, et c'est une façon d'aller découvrir le monde autrement, on l'a tous fait, mais quand on a des enfants, quand on est un peu plus âgé, quand on veut plus de confort, quand on souhaite avoir un appui local, c'est extrêmement compliqué. Et donc l'idée qu'on a eue, en fait, c'est de créer un réseau d'agences locales partout dans le monde qui permettent en fait, aux voyageurs de créer des voyages sur mesure, individuels, uniques à chaque fois. Et donc en fait, on a enlevé des intermédiaires dans la chaîne de valeur traditionnelle du tourisme pour permettre aux voyageurs en fait, d'accéder directement aux prestataires et d'éviter de rentrer dans les cases. Parce que plus on rajoute d'intermédiaires, plus des cases se structurent, et plus c'est cher aussi d'ailleurs. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé on a créé des partenariats avec 2000 agences locales dans plus de 160 destinations, et on met à disposition ces agences locales sur la plateforme, et donc les voyageurs peuvent, avec chacun d'entre eux, créer des voyages sur mesure. Et donc, comment vous les sélectionnez? Comment vous les rencontrez, ces agences? Alors on a une liste très longue de critères de sélection, on les audite, on voyage beaucoup, on les rencontre dans les salons du tourisme, et surtout on les forme. C'est pas leur métier initial de vendre en direct auprès des voyageurs, en fait c'est plutôt des prestataires de tour opérateurs traditionnellement, et donc nous on les amène vers un nouveau métier, ils sont dans un vrai processus de transformation avec nous, et notamment avec des outils, avec des formations présentielles. On organise ce qu'on appelle des Evaneos Academies où on parle avec eux de qu'est-ce qu'on veut pousser auprès de nos voyageurs, et de plus en plus on leur parle de tourisme durable et qu'est-ce qu'eux doivent faire en local pour créer un tourisme qui soit plus durable. Et globalement, et si je dois résumer un peu notre action, c'est essayer d'aller au contre-pied en fait, des grands tours opérateurs qui sont nés dans les années 70, qui ont poussé un modèle de tourisme équivalent, mondialisé, je dirais, quelles que soient les destinations, sans prendre en compte leurs spécificités. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement renverser ça en redonnant du pouvoir aux locaux pour qu'ils puissent développer un tourisme qui leur ressemble, qui prenne en compte les spécificités de leur destination et qui soit moins impactant. C'est vrai, quand on fait voyager des petits groupes de 2, 3, 4, 5 personnes,
ça ne nécessite pas les mêmes infrastructures que de faire voyager des grands bus ou faire venir des grands groupes. Et c'est ce qui oppose le tourisme au voyage. Hein. Vous Exactement, nous avez alors, apporté d'ailleurs quelques photos qu'on peut regarder maintenant de l'impact qu'ont ces groupes sur des sites particulièrement sensibles. Si vous voulez en commenter quelques-unes. Ouais, alors ça c'est au Mexique, bien sûr. Donc là, je pense qu'on va avoir un enchaînement d'images en fait qui montre. Alors là, c'est pas la pierre qu'on est sur le Machu Picchu, mais ça c'est donc le Machu Picchu qui a par exemple décidé de restreindre le nombre de touristes journaliers. Mais pour autant, le site est réellement en danger. Il y a des vibrations en fait liées au pas des touristes qui mettent vraiment en danger le site. Alors ça, je ne sais plus le nom, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des alternatives en fait. Et moi, je pose la question systématiquement, est-ce que quand on va dans un pays, on est obligé d'aller cocher les listes et aller voir les lieux les plus iconiques ? Et souvent, on est déçu par l'expérience. Et en réalité, on les connaît déjà parce qu'on a tous vu des milliers de photos du Machu Picchu. Et l'expérience, en fait, elle est pas toujours aussi bonne que celle qu'on espérait. Et parfois, on est même déçu de faire la queue. Et le site qu'on vient de voir, en fait, c'est à une cinquantaine de kilomètres du Machu Picchu. Il y a quasiment personne. Et pour autant, les émotions et l'expérience qu'on ressent en tant que touriste peut être vraiment équivalente. Et donc, nous, ce qu'on veut faire chez Evaneos, c'est justement essayer de montrer la richesse du monde. Et finalement, c'est à nous, opérateurs de tourisme, de la montrer, parce qu'un voyageur qui n'est jamais allé au Pérou n'est pas censé savoir ce qu'il peut y faire et ce qu'il peut y trouver comme alternative. Donc nous, on travaille avec nos agences locales pour essayer de faire remonter ces idées pour que le champ des possibles soit beaucoup plus large. Tourist Go Home, ça c'est une inscription qu'on voit sur beaucoup d'endroits dans la planète. Maintenant, moi, personnellement, je l'ai vu à Santorin. Alors, je crois qu'on a mis une image de Santorin après. Non, ça c'est pas du tout Santorin, ça c'est la muraille de Chine. Mais voilà, il y a des endroits dans le monde où finalement les populations locales rejettent complètement les touristes. Et au-delà de l'impact économique que ça a apporté, ils y voient tellement d'inconvénients qu'ils veulent que ça s'arrête. Donc là, c'est la muraille de Chine, Rio évidemment. Enfin voilà. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y aura plus de 2 milliards, quasiment 2 milliards de touristes dans le monde dans 20 ans, en 2030, dans 10 ans. C'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a quelques années. Et ils continuent à se concentrer tous dans la même destination. Il y a plus d'un voyageur sur 2 dans le monde, quand il part à l'étranger, qui va dans 10 destinations, alors qu'il y a plus de 250 pays dans le monde. Donc ça montre la concentration. Ah là, c'est Santorin. Donc Santorin en Grèce, où en fait quand on y va au mois d'août, on fait la queue dans le village pour aller prendre la même photo que tout le monde à l'autre bout du village, où on voit des beaux moulins, etc. Donc moi je vois pas l'intérêt de faire ça, puisqu'en fait on peut télécharger la photo sur Google et prendre la même que tout le monde. Bon voilà, les photos parlent d'elles-mêmes, et cette concentration des touristes en fait aux mêmes endroits et au même moment crée un danger pour les locaux, ce sentiment de rejet, crée un problème pour les écosystèmes évidemment et pour les cultures, où le touriste n'est vu que comme quelqu'un qui dépense, et le touriste voit l'endroit comme un produit de consommation. Et je pense que c'est de ça dont il faut sortir et retrouver le sens originel du voyage. On a des lieux qui sont en danger, notamment Venise, j'imagine. Ouais, Venise est évidemment en danger. Qui concentre absolument tous les dégâts de ce genre de tourisme. Et on voit, en fait, le risque pour moi, c'est qu'on essaye de dupliquer une espèce de planète complètement artificielle. Les grottes de Lascaux sont un bon exemple, par exemple. On a en fait recréé une grotte à côté, complètement artificielle, et c'est la seule qu'on puisse visiter maintenant. Alors c'est intéressant, certes, mais si on se dit que le monde va vers ça, où il va falloir dupliquer des Venise, des Machu Picchu, moi ça me semble complètement fou en fait. Et si on voyage, c'est justement pour être dans les vraies choses, dans la réalité des choses, et vivre des émotions. Donc notre enjeu, et on essaie d'y répondre chez Evaneos avec un certain nombre de solutions, c'est de faire en sorte qu'on se répartisse mieux sur la planète, et que 95% des touristes n'aillent pas tous aux mêmes endroits au même moment, quoi. Alors Loïc Blesse, moi j'aimerais que vous nous parliez de vos expéditions. Vous en avez 2 déjà à votre actif, et puis vous aviez un projet également. Qu'est-ce que vous avez fait en Arctique avec Polar Kid? Qu'est-ce que c'était Polar Kid? Polar Kid, c'était En fait, il restait une seule route aérienne à ouvrir, qui fait en fait tout le tour du cercle arctique, qui avait ceci d'intéressant qu'elle demandait de rallier la Russie, les États-Unis, enfin, des endroits qui géopolitiquement sont hyper opposés. Et moi, il fallait que je réussisse à unifier ces territoires autour d'une cause commune, qui est l'idée que si on ne sauve pas l'Arctique, ça se passera encore plus mal pour les gens du Sud. Et pour pouvoir démontrer l'interdépendance absolue entre les peuples, les nations, les écosystèmes. Et ça a été difficile. Moi, à titre personnel, j'ai retiré beaucoup de choses de cette aventure, mais ça a surtout été démoralisant. J'ai pas aimé Démoralisant. Ouais.
Aujourd'hui, c'est un peu l'Arctique attire tout le monde, que ce soit des gens comme le disait des Eric à énergies l'instant, fossiles ouais. ou pour les gens qui veulent les ressources en énergie, en diamants, en terres rares, les opportunités touristiques aussi. Mais finalement, comment on peut se réjouir de l'idée de voir passer, par exemple, sur le passage du Nord-Ouest, qui est libre de glace maintenant. C'est-à-dire que les seules glaces qu'on voit en été là-bas, c'est des glaces mortes qui descendent du Nord et qui viennent y finir. Et donc on voit passer les bateaux de croisière du Ponant ou de peu importe. En fait, c'est obscène. C'est comme quand on s'arrête sur l'autoroute pour voir l'accident. Bref, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et puis j'ai eu un gros problème quand j'ai terminé cette expédition. Moi, je l'ai fait avec un tout petit hydravion en disant je vais utiliser le moyen technologique le plus sobre, le plus frugal possible pour mener à bien cette mission, en sachant que l'Arctique c'est complexe, que la météo est dangereuse. Et même malgré ça, à l'arrivée, je me sentais juste pas bien dans mes pompes, dans le sens où je peux pas utiliser pour dénoncer une situation le moyen qui l'a créée. C'est-à-dire l'avion ou les énergies fossiles. Les énergies fossiles. Et voilà. Et du coup, j'ai annoncé que j'arrêtais et que je développais d'autres solutions. Et depuis, je vais de bonne surprise en bonne surprise. En fait, il y a sur Terre, dans le génie humain, toutes les solutions dont on a besoin aujourd'hui. La problématique, c'est qu'on a des gens comme Total, par exemple, qui achètent des startups de tous les côtés pour tenir en fait le robinet et en permettant de temporiser le changement. Eux, ils vivent 2050 et pourtant on a besoin de faire un changement tout de suite. Bien plus tôt. Ouais. Et voilà. Donc vous avez un projet désormais pour essayer justement de prouver qu'on peut le faire, on peut voyager, on peut se transporter sur des longues distances sans énergie fossile. On fonctionne mieux par la démonstration que par le discours en fait. En disant c'est possible, c'est possible, c'est possible. On l'entend partout, hein, mais aujourd'hui on a besoin d'une transition qui soit plus relative mais absolue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de bonnes choses pour développer justement un tourisme durable, etc. Mais cette augmentation des revenus, du PIB, elle s'assortit certes d'une augmentation de l'utilisation d'énergie renouvelable, mais en même temps des émissions de CO2. Et aujourd'hui, la planète ne peut plus se permettre ça. Donc il faut qu'on réussisse à inverser la courbe. Et il ne faut pas le faire dans 10 ans, il faut le faire tout de suite. Donc ça implique de se serrer la ceinture sur nos stratégies de voyage, etc. Mais ça peut être une bonne nouvelle. Hein. Moi, ce que j'aime le plus dans mes aventures... Tenez le micro bien près. Oui, pardon. Ce qui est le plus plaisant pour moi, en fait, c'est pas le plus plaisant, mais ce qui est hyper enrichissant, c'est la difficulté. C'est-à-dire se retrouver face à une contrainte dure, qui est non, là, tu ne peux pas passer, et de se poser la question de comment on fait le tour. Et là, on est dans une planète qui est face à une limite dure. Les scientifiques, s'ils ne l'ont pas assez dit, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire de plus. Et en même temps, on est obligé de traiter la question par le désir. C'est-à-dire c'est une super opportunité d'être 7 milliards d'êtres humains et être dans la merde. Parce que pour la première fois, l'humanité peut travailler ensemble à une résolution de soucis. Et donc, je me suis perdu là. Mais il y a une question de justice climatique, de justice de manière générale entre les peuples, et vous prônez en fait la coopération au travers de vos voyages. Absolument, mais sinon le voyage ne sert à rien. Et voilà, c'est un objectif sinon, du voyage. Sinon, on est consommateur du monde. Voilà. Et vous savez, une des choses les plus belles que j'ai trouvées dans le Nord, c'est les chasseurs. Ils sont transparents au monde. Ils sont en fusion complète avec leur écosystème. Et c'est ce que l'humanité doit faire. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut se poser la question du sens. Et je pense que c'est pour ça aussi que se développent ces offres de voyage, parce que les gens sont frustrés, ils n'ont plus envie d'aller à l'UCPA ou d'aller se faire cramer le cul à Marrakech pendant 3 mois. Et puis, pourquoi C'est ce qu'on disait, effectivement, aller sur en une fait, plage pour à l'autre bout du monde pour 2 semaines. Il faut aller vers l'autre pour essayer de devenir soi-même. Et sinon, on aura un monde plein d'Éric Zemmour et qui sera complètement irrespirable. Alors, Virginie, je vais vous redonner la parole justement pour savoir, à titre vraiment d'expérience individuelle, alors ce n'est pas du tout des voyages confortables pour autant, c'est tout le contraire. Ces rencontres, vous les avez faites ? Ah oui, il y a différentes occasions. Je peux citer quelques exemples. Notamment, par exemple, au Sri Lanka, j'ai eu un guide pendant 3 semaines avec qui j'ai vraiment lié des liens. Je veux dire, j'y suis allée il y a 2 ans, je suis toujours en contact avec lui.
Je veux dire, le jour où il y a eu les attentats, ma première réaction, c'était de savoir dans quel état il était avec sa famille. Puisque le dernier jour de mon voyage, en fait, toute la famille, il était assez âgé, il est venu avec ses petits-enfants à l'aéroport m'accompagner. Tout le monde s'était changé. J'étais de leur famille et je repartais. Et donc, je me suis empressée de savoir comment il allait. Là, il a des soucis financiers puisque le tourisme marche moins bien. Donc, je l'ai aidé, etc. Donc, on crée des liens qui perdurent dans le temps. Après, il y a des liens qui sont plus fugaces, mais qui sont aussi super sympas. En Australie, à un moment, je me suis ensablée avec ma voiture. Il était 17h. Je me dis, là, je suis mal barrée. Le jour va tomber. Je ne sais pas me désensabler. Et j'avais vu des campeurs un peu plus loin, à plus d'1 kilomètre. Je suis allée le chercher. Je suis tombée sur Bruce, l'Australien, qui a accepté d'enlever sa caravane, de venir avec sa voiture, etc. C'est vraiment, je trouve, des contacts uniques que vous avez. Après, en Nouvelle-Calédonie aussi, c'était Paulette, que j'ai pris en stop, qui était une Kanak, qui m'a fait faire des kilomètres, alors qu'elle me disait que c'était juste à côté. Donc j'ai fait pendant 2 heures, etc. J'ai discuté avec elle. Après, je me suis présentée comme son chauffeur. Mais c'est des trucs incroyables. J'ai fini, on m'a dit, normalement, c'est pas possible quand on est métro. J'ai fini dans la tribu à prendre le café chez sa sœur. Expliquez peut-être un petit peu le terme, ce que ça veut dire. Ah oui, dans la tribu, en fait, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks vivent encore dans des villages qu'ils appellent les tribus, et dans lesquels, normalement, le blanc rentre très peu. Et donc, moi, j'ai fini chez sa sœur, dans la tribu, en train de prendre le café. Un truc incroyable. Mais tout ça parce que, en fait, je pense que les gens perçoivent quand vous êtes là pour comprendre, pour apprendre, et pas pour juger, et pas pour consommer le voyage. Et donc, j'adore toutes ces rencontres partout. Là, je reviens de Tanzanie, et en revanche, un truc qui m'effraie, c'est que j'ai lu, et on m'a expliqué, que le gouvernement tanzanien, avec les Chinois, voulait construire un téléphérique pour arriver à 3000 mètres sur le Kilimandjaro. Et donc, pour ne plus avoir à faire que 2000 mètres en montée. C'est un truc, c'est effroyable. Et donc, je trouve qu'il faut dénoncer ce genre de choses. Alors, moi, je fais un blog à chaque fois que je fais un voyage, et je raconte ça, justement, en disant il faut arrêter... Comment on le trouve, votre blog, Virginie ? Il est sur un système qui s'appelle Polar Step, et vous tapez Virginie Babinet, et vous verrez le blog de tous mes voyages. Parce que je prends le temps, à chaque fois, tous les jours, de raconter ce qui m'est arrivé. Et notamment, je trouve le plus intéressant, c'est de comprendre l'histoire, comprendre la culture et comprendre les échanges. Il y a eu un autre échange là en Tanzanie qui, pour moi, était unique. J'ai passé du temps avec un Maasai qui me faisait visiter, mais le Maasai, vrai Maasai, quoi, pas du tout moderne. Et on était en face du lac Natron, un lac complètement dans la nature. Et à un moment, il me dit, mais à Paris, tu as des lacs ? Je lui dis, non, on a un fleuve. Mais vous voyez pas ? Il me dit, et les montagnes, il n'y en a pas ? Non. Et alors, les animaux sauvages vivent où ? Et là, vous voyez, j'ai eu le réflexe de me dire, je ne vais pas lui montrer des photos de Paris, parce qu'il ne comprendra pas dans quelle société on vit. Et l'après-midi, je faisais avec lui une autre balade dans un canyon. Je me suis dit, c'est un peu n'importe quoi, il y a le vide, personne ne sait que je suis là, je vais tomber, enfin, c'est pas grave. Mais après, ma réflexion dans mon blog du soir, c'est de se dire, finalement, qui a raison ? Est-ce nous, notre société, où on veut toujours plus, etc., ou les Maasai, qui vivent encore en pasteur, de rien. Je veux dire, il a sa tunique, son bâton, qui quitte jamais, parce qu'un Maasai ne quitte jamais son bâton, et son poignard, et il a tout le temps le sourire. Dans le voyage, à la différence du tourisme, c'est ces rencontres, parce que ça nous fait réfléchir beaucoup sur nous-mêmes, hein, sur ce dont on a vraiment besoin ou pas. Et donc je trouve ça hyper passionnant. Et ce qui est passionnant, du coup, aussi, c'est de le partager avec les autres. Bien sûr. Avec ceux qui n'ont pas pu voyager, parce que j'ai de la chance, je peux voyager. C'est justement un peu le rôle d'Ushuaïa TV. Ushuaïa TV, c'est une magnifique fenêtre sur le monde. Alors, je ne sais pas si ça donne envie à chacun de se précipiter, justement, dans les endroits où il ne faudrait pas aller en masse. Qu'est-ce que c'est pour vous, Christophe Sommet, qu'est-ce qu'offre, en fait, Ushuaïa TV vis-à-vis du voyage? C'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, il y a 15 ans de ça, on s'est dit qu'il y avait un mec incroyable qui avait creusé un peu le sillon. Il s'appelle Nicolas Hulot, avec Ushuaïa Nature. 25 ans d'émission, plus de 10 millions de téléspectateurs à chaque fois que c'était diffusé. Et c'est le premier, on parlait de Cousteau, il y a aussi un peu Haroun Tazieff, enfin ils étaient quelques-uns comme ça. En tout cas, c'est Nicolas qui a été le premier vraiment à proposer un magazine d'évasion, de voyage, de découverte, avec quelque chose d'essentiel. C'est le message de préservation de la planète, qui est d'autant plus important encore aujourd'hui. La promesse est l'émerveillement qui permet de comprendre la beauté et qui nous conduit à protéger la planète.
Maintenant, on est dans un moment d'engagement, de militantisme. Voilà, il a vraiment ouvert la voie. Donc c'est ce que fait la chaîne depuis 15 ans, à travers des documentaires, des films, des magazines, où on montre des passeurs qui nous font voyager. Donc c'est une formidable vitrine sur le monde. C'est aussi quelque part un peu de la substitution pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Oui, bien sûr. Et des passeurs incroyables. C'est à la fois des écrivains, des scientifiques, des explorateurs. En ce moment, on est en train de tourner une série avec Sylvain Tesson et Arte sur les traces d'Ulysse. On a Cédric Gras, cet écrivain voyageur qui va nous faire découvrir les premiers alpinistes soviétiques en Asie. Loïc, qui est dans quelques semaines, qui part avec nous. Avec Christine Ommerdorf, qui est là dans la salle. Voilà, c'est aussi Floriane et Pascal dans une série qui s'appelle Chacun son monde. Elle va vivre dans une tribu avec les femmes, lui avec les hommes, et ils partagent un petit peu leurs expériences, leurs constats. Voilà, tout ça qui fait qu'on comprend qu'il est important de préserver la planète. Et pour ceux qui ne peuvent pas le voyager, on a aussi développé, parce que c'est toi qui me faisais penser à ça, la réalité virtuelle. L'innovation est importante, à la fois pour trouver des solutions pour voyager plus proprement, mais aussi pour proposer des nouvelles expériences immersives aux téléspectateurs. Donc la réalité virtuelle, c'est assez efficace. C'est assez incroyable ce qu'on peut faire à la fois sur le patrimoine culturel, historique, et aussi beaucoup sur le tourisme. C'est vrai que la réalité virtuelle pourrait remplacer certains voyages pour des sites extrêmement connus. C'est ce que vous faites. Sans tuer le business d'Evaneos. Alors j'aimerais bien moi qu'on attaque un point quand même particulier qui est celui de l'impact environnemental. Le premier film était assez pushy. Émissions de carbone, atteinte à la biodiversité, génération de déchets, consommation d'eau à outrance, même à titre individuel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme solution en termes de CO2, par exemple, un Français aujourd'hui, c'est 8 tonnes de CO2 à peu près par an. À horizon 2050, il faut qu'on réduise par 4. Un aller-retour Paris-New York, c'est 1 tonne. Donc il reste pas grand-chose. Qu'est-ce que les uns ou les autres, vous pourriez nous dire sur cette question de l'empreinte environnementale du voyage aujourd'hui, sachant qu'il y a évidemment le trajet, puis il y a aussi le séjour sur place. Loïc, peut-être, déjà sur comment l'aviation traite ce sujet aujourd'hui ? En fait, d'abord, il n'y a pas que l'empreinte environnementale, mais il y a aussi l'empreinte sociale. J'y viendrai après, j'y pense, bien sûr. Et c'est peut-être le plus... c'est presque ce qu'il y a de plus important. Pour ce qui est de l'aviation, alors en ce moment, on nous vend du rêve avec l'avion électrique, en nous disant dans 7 ans, c'est possible, on fera des Paris-New York. Et ça ne sera pas 7 ans ? C'est faux, il faut... Dans 7 ans, dans le meilleur des cas, on a des prototypes avancés dans les bureaux d'études, mais en tout cas, il y aura des réponses pour une mobilité plus localisée. Là, il y a déjà des projets et puis qui sont fabuleux en plus, pour des petits avions qui peuvent balader 8 personnes et qu'on pourra emmener sur 1000 ou 1500 km. Pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est bien, un voyage qui prend son temps. Mais en attendant, ce ne sera pas une solution pour le tourisme de masse. Voilà. Après, il y a d'autres opportunités qui arrivent. La véritable solution, en fait, c'est pas... Le truc, c'est que même si on voulait remplacer l'intégralité de la flotte de l'aviation commerciale, il y aurait une telle pression en termes de ressources c'est juste pas possible. Là, aujourd'hui, il faut changer le carburant. Clairement. Et le prototype d'avion sur lequel vous êtes en train de travailler, on peut parler du carburant ou c'est encore... on peut... Il y a de l'hydrogène. Oui. Et en fait, c'est pas un prototype d'avion. C'est un avion qui vole depuis 90 ans. Et l'avion qui... c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'avion qui pollue le moins, c'est celui qu'on construit pas. Et il y a dans le ciel tout un tas de très belles machines. Il faut juste... clairement, il faut se débarrasser du pétrole. Donc, il faut juste arrêter de négocier, quoi. C'est possible. Après, ce sera le rôle du consommateur de dire ça, on n'en veut plus. Bon, dans tous les cas, on a une période peut-être de au moins 3, 4, 5 décennies avant qu'une solution sur la question des énergies soit trouvée. On n'a pas donc 3, 4, 5 décennies. Donc voyager autrement, au moins. Il suffit de regarder les chiffres qui sont face à nous. L'horloge, elle est... Là, ils ont redescendu l'horloge, vous savez, l'horloge de la fin du monde. On est à minuit, moins 70 secondes, je crois. Oui. Quand vous dites il,
Ils, qui sont ils? Les scientifiques. Les scientifiques. Donc c'est un comité de scientifiques du monde entier qui réévalue en fait. On avait eu Le GIEC. Ouais, pas que le GIEC, mais des experts de l'énergie, de la géopolitique, etc. On avait eu dans les années 90, après la guerre froide, c'était remonté. On était à 12 minutes de la fin du monde, et là on est revenu à 60 secondes, 70 secondes. Enfin, non, là il faut aller vite en fait. Mais je pense que c'est bien. On est au pied du mur, et l'humanité, quand elle est au pied du mur, elle sait faire des atrocités comme Trump, mais elle sait aussi faire de très belles choses, parce qu'on a regardé les incendies en Australie, le mouvement d'empathie que ça a déclenché dans le monde entier. Et il faut que les koalas crament pour ça, mais là on y est. Et que ça se passe dans le monde occidental peut-être aussi pour que la réaction arrive. Ouais, moi je le souhaite pas, hein, j'appelle pas les grandes catastrophes. Par contre, je pense que les électrochocs, là c'est bon, ça suffit, on en a eu suffisamment. Maintenant on sait, et donc au boulot. Mais au boulot, je crois que ce qui est important, c'est d'inverser. Pour l'instant, on vit dans la peur, et que la peur, ça paralyse. Mais il faut y aller par le désir. Et ça, c'est un peu le rôle du voyage, d'ailleurs. Alors justement, Eric, qu'est-ce que vous leur dites aux voyageurs? Vous avez une charte pour les agences que vous identifiez. Est-ce que vous avez aussi une charte pour vos voyageurs, ou en tout cas des bons conseils? Alors, on est en train justement enfin, on a beaucoup d'idées et on est en train de les rendre plus visibles. C'est vrai, comme le disait Loïc, en fait, le GIEC, ce qu'il dit, c'est qu'en 2050, il faut être en neutralité carbone, et chaque industrie doit arriver à ça, en fait, et y compris évidemment le tourisme, et en particulier les compagnies aériennes. Donc il y a des solutions technologiques qui semblent pouvoir exister, donc il faut accélérer cette transition au maximum. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut compenser, en fait. Et alors je vois lui qui fait la moue, mais en tout cas, moi je pense que le carbone est absorbé s'il y a des arbres qui sont plantés, s'il y a des sols qui sont régénérés. Et donc il y a des solutions qui existent à court terme, en tout cas, pour diminuer l'impact. Et donc nous, par exemple, on va cette année introduire systématiquement la compensation carbone des voyages qui sont effectués. C'est une première chose, mais surtout il faut inviter les voyageurs à réfléchir au sens du voyage, pourquoi est-ce qu'on voyage, et finalement l'empreinte écologique qu'on laisse en voyageant, est-ce qu'elle est compensée par autre chose, par la richesse individuelle qu'on en retire, la richesse collective, la compréhension de l'autre, le recul des xénophobies. Enfin, il y a énormément d'aspects bénéfiques au voyage qui font qu'à un moment donné, ça peut faire du sens de voyager. Et ce sens-là, il faut se le poser. Donc effectivement, faire 12 heures de vol pour aller passer 2 semaines sur une plage, je pense qu'il y a un vrai sujet là. Des plages, on en a pas très loin de chez nous, accessibles en train. Alors pas forcément à ces moments-là. Aller chercher le soleil en hiver, c'est un luxe qu'on peut se permettre en tant que pays développé, mais je pense qu'il faut se poser la question de est-ce que c'est durable. Et moi, ma réponse est non. Donc, si on voyage, il faut le faire pour quelque chose. Si on voyage loin, il faut maximiser son temps sur place, se dire qu'on va y aller qu'une seule fois, qu'on va aller passer peut-être un mois en Nouvelle-Zélande et pas une semaine. On n'est pas là pour consommer. Et si on voyage un peu plus proche, se dire aussi j'ai des alternatives à l'avion. On peut aller en train dans beaucoup d'endroits en Europe. Et l'Europe est extrêmement vaste, et la France est aussi un merveilleux pays. Moi, je connais de plus en plus, et là, je pousse pas ma paroisse, mais de gens qui se disent je voyage en France d'abord, en train. Il y a énormément de choses à voir. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de petits actes à poser. Et comme tu le disais, les industries à la fois touristiques et aériennes ne vont pas bouger suffisamment vite s'il n'y a pas un mouvement en fait, citoyen et des consommateurs qui l'accélère. Donc, et ça, c'est nous tous. Et il suffit que... Imaginons que 5% des voyageurs se disent moi je ne prends plus l'avion ou en tout cas je ne le prends plus pour des courts courriers. Pour que la croissance de ces acteurs en fait soit amputée et que ça les fasse réellement réfléchir. Il ne suffit pas d'un mouvement absolument massif, mais petit à petit chaque année un petit pourcentage gagné peut faire bouger les acteurs. Il ne faudrait laisser de son voyage que l'empreinte de ses pas et un bon souvenir dans l'esprit des gens qu'on a rencontrés. Ai-je lu quelque part, et ça me paraît très juste comme objectif. Mais Virginie, vous me disiez que vous avez aussi rencontré dans des pays, en Afrique notamment, des États qui attendent beaucoup du touriste en matière de respect de l'environnement, et on ne s'y attend pas forcément. Puisque... Là, c'était la surprise en Tanzanie. Donc déjà, on vous explique avant de partir que l'État tanzanien ne veut plus que vous arriviez avec des sacs plastiques. Donc vous devez venir avec des sacs en tissu, etc. Dès que vous achetez là-bas, il n'y a vraiment plus de sacs plastiques. C'est plus que chez nous. C'est que des sacs en tissu que vous prenez ou vous ne prenez pas. Et après, on vous demande aussi de venir avec votre gourde.
parce qu'ils essaient de minimiser en fait tout ce qui est l'empreinte plastique. Et je pense que dans le voyage aussi, on doit penser à ça. Une autre réflexion que j'ai eue, en fait, puisque vous devez vous laver les dents avec de l'eau que vous avez à disposition et pas l'eau du robinet, et en fait, ça vous fait réfléchir au fait que en Europe, souvent, vous lavez les dents, vous laissez le robinet ouvert, hein, vous ne pensez pas à le fermer, parce que l'eau est quelque chose chez nous qui est naturel. On a de l'eau potable tous les jours, autant qu'on veut. Et en fait, c'est ça aussi l'intérêt des voyages, c'est qu'on réalise aussi la chance qu'on peut avoir dans nos pays, tant au point de vue ressources, mais aussi au point de vue système, etc., qu'on oublie. Et où on trouve que c'est juste normal d'avoir tout ça. Et quand vous allez ailleurs, vous dites bah non, en fait, c'est pas normal, c'est juste de la chance. Il faut peut-être que je protège cette chance que j'ai ici en Europe. Et après, il y avait un autre point, parce que c'est vrai qu'on parle souvent quand même, on met un peu un point sur les voyages en avion, et je comprends très bien. Mais quand on regarde aussi des études qui ont été faites, c'est pas que le problème. Je veux dire, tous les jeunes aujourd'hui qui vont faire du streaming en permanence, qui vont faire du Spotify, du Deezer, etc., c'est parfois pire que le voyage en avion. Et donc, il faut faire attention à ne pas rentrer dans le point de stigmatiser l'avion, parce que c'est loin d'être le seul problème. Et il y a d'autres comportements qu'on développe de plus en plus qui sont presque pires et auxquels on ne s'attaque pas. Je veux dire, de tout automatiser et tout informatiser, on ne s'y attaque pas du tout, puisqu'au contraire, veut continuer tous à le faire, alors que ce dont on a besoin en énergie pour refroidir nos serveurs qui sont partout est parfois pire. Donc, il faut faire attention à ne pas trop siloter ce qui se passe sur l'énergie. C'est vrai qu'on a besoin souvent d'avoir une idée des échelles d'impact qu'on n'a pas vis-à-vis des gestes ou des choix qu'on fait. Christophe Sommet, en tant que tel, les tournages, ça a une empreinte aussi. Alors, c'est sûrement pas des productions hollywoodiennes pour Ushuaïa TV, j'en doute pas. Mais comment vous gérez aussi cette empreinte des voyages, notamment ? Alors, c'est vrai que nous, on essaye d'envoyer plutôt des petites équipes en tournage, d'avoir recours à l'emploi local aussi, pour les fixeurs, le matériel technique, pour éviter de transporter tout ça en avion. Voilà, c'est des démarches qui s'inscrivent dans la démarche éco-production, où il y a un vrai travail de fond qui est mené par les diffuseurs, par les producteurs, pour limiter leur empreinte. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Il y a forcément des axes de progrès, mais c'est quelque chose d'important que tout le monde a en tête maintenant. Nous aussi sur la chaîne, alors on parle beaucoup de voyages loin, mais on rappelle aussi souvent à nos téléspectateurs que la France est le plus beau pays du monde. Également, on a un magazine qui s'appelle Bouger Vert, qui est consacré justement à la découverte du patrimoine français, naturel français. Donc ça rejoint, voilà, il est aussi possible de se dépayser à côté de chez soi, en trouvant des alternatives à des choses qui peuvent consommer beaucoup. Voilà. Et nous-mêmes, en tant que médias responsables, on compense aussi. L'année dernière, on avait fait une grosse action avec Agroforest Action, dans le cadre du mois de mars, où il y a la journée internationale du droit des forêts. Voilà, c'est des choses qu'on fait. On travaille avec le 1% pour la planète, on travaille avec le WWF, avec pas mal d'ONG, d'associations, la Fondation pour la nature et l'homme. Voilà, où on essaie d'apporter et de contribuer aussi à sensibiliser nos téléspectateurs, et en tant que médias contributeurs, jouer un rôle aussi éco-citoyen, sans parler de toute l'équipe de la chaîne qui est over-motivée et qui est très impliquée à titre personnel dans tout ça. On va se dire un mot de l'aspect culturel et économique. Est-ce que les populations locales dans ces pays de destination peuvent vraiment être gagnants, et à quelles conditions l'équation économique sera en leur faveur ? Alors moi je pense que oui, ça peut être gagnant. Enfin, il y a énormément de pays dans le monde qui dépendent à plus de 10, 20, 30% même de leur PIB du tourisme. Donc c'est une industrie qui est extrêmement importante. Et si on s'arrêtait de voyager, par exemple, on mettrait en danger des populations. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de pays, les flux financiers liés au tourisme, en fait, ne restent pas dans le pays. Et ça, c'est dû notamment à des tours opérateurs qui ont standardisé une offre, qui ont verticalisé aussi leur manière de produire les voyages. Les hôtels leur appartiennent souvent, par exemple. Donc des études ont été faites. Il y a une étude en Thaïlande qui avait été faite qui montrait que 70% des flux financiers dépensés par les voyageurs finissaient par repartir de la Thaïlande. Donc il restait que 30% qui bénéficiaient aux locaux et bien souvent à quelques personnes. Donc il y a un vrai enjeu finalement à rendre cette distribution des flux financiers beaucoup plus granulaire. Alors chez Vaneos, effectivement, on a un accès direct déjà aux locaux, mais en fait, nous, il faut qu'on
on les pousse à utiliser des prestations détenues par des locaux. Donc quand vous allez dans un club hôtel sur une plage à l'autre bout du monde, bien souvent le ménage est fait par des personnes étrangères, l'hôtel appartient à quelqu'un d'étranger, vous allez boire du coca, donc à la fin il reste quasiment plus rien sur place et les gens sortent assez peu de l'hôtel. Donc notre idée c'est vraiment d'évangéliser sur un autre type de voyage. Et il y a énormément de petits hôtels locaux sympas et qui peuvent être très confort, qui appartiennent à des locaux. Donc je pense qu'il faut apporter cette transparence sur le marché de à qui ça appartient, à qui ça bénéficie et qui travaille dans les structures locales qui sont utilisées. Vous me disiez d'ailleurs, Virginie, que lorsque l'hôtel est tenu par des gens localement, ça change tout de suite l'ambiance à l'intérieur pour le touriste. Ah oui, c'est assez impressionnant. J'ai un exemple comme ça en Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins, où il y a un hôtel d'une grande chaîne. Mais en fait, j'avais discuté avec le manager, il m'a dit à la différence de tous les autres, même si c'est la grande chaîne, l'hôtel appartient aux locaux. Et donc les locaux, c'est leur hôtel. Donc ils ont envie qu'il marche, ils discutent avec vous, ils vous invitent à des choses. Je suis allée comme ça à la cérémonie du nouvel Igname, alors que normalement on ne peut pas y aller parce qu'ils ont vu que je m'intéressais, ils m'ont dit faut que tu ailles là-bas, etc. Et donc ça c'est passionnant, c'est pas la grande chaîne avec 300 chambres, vous allez avoir 5-6 chambres parfois, mais vous avez le contact. Et en fait c'est ce que j'aime dans le voyage, moi c'est le contact avec le local. J'aime pas me dire j'ai fait un voyage et j'ai rencontré personne. Je m'astreins aussi parfois à aller dépenser, mais je suis vraiment dans le boui-boui, etc., en me disant, je suis sûre que ça va dans le circuit. Un exemple comme ça, c'était en Australie. Je voulais acheter une peinture locale, en fait. Et alors, soit il y avait les galeries tenues par les anglo-saxons. Je me suis dit, alors là, ça échappe complètement aux locaux. Et je suis allée dans la rue acheter à une femme qui vendait par terre. Et en fait, c'est un peu ça. Parfois, je me dis, est-ce que c'est bien du local ou est-ce que c'est de la Chine ? Il faut faire attention à toutes ces choses-là, effectivement, pour que ça apporte vraiment aux locaux. Et quand ça apporte aux locaux, eux sont contents parce que ça fait fonctionner leur tourisme. Et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe. Loïc, vous me disiez tout à l'heure que l'aspect social, pour vous, était quasiment plus important. Enjeu primordial d'abord. Oui, si cette humanité-là ne fait pas corps, s'il y a conflit d'intérêts entre un être humain et un autre, on n'avancera pas. Donc là, effectivement, il faut faire corps et faire cause commune. L'impact du voyage est parfois positif, pas toujours. Alors, il y a eu des super initiatives. Il y a ce que vous organisez, il y a ce que faisait Maurice Freund, qui est un peu au voyage que Pierre Rabhi était à l'agroécologie, qui a impliqué il a installé une compagnie aérienne qui était le Point Mulhouse à l'époque, et puis c'est devenu Point Afrique, c'est ça ? Ouais. Enfin, non seulement c'est fabuleux ce qu'il a fait, mais il a engagé les populations locales, il leur a fait gagner de l'argent. Il voulait en fait passer outre le monopole des grandes compagnies aériennes type Air France sur l'Afrique et rendre le voyage accessible pour les gens. Enfin bon, voilà. Donc il y a plein de choses positives qui peuvent se faire par le voyage. Après, je pense que le fait est qu'on indexe notre économie grosso modo sur l'or noir, sur le dollar. Il y a un moment, est-ce qu'on se pose la question du bonheur, qui est quelque chose de très relatif. Mais moi, les gens les plus heureux que j'ai vus dans mes aventures, c'était des gens qui étaient un peu éloignés de tout ça, et finalement où le tourisme, quand il vient s'installer, ne serait-ce que là où on va avec Christine dans pas longtemps, à Oumanak, le tourisme à la fois, alors c'est une manne financière pour les gens sur place, youpi, et en même temps le modèle social local qui était jusque-là un communalisme absolu, où tout le monde se serrait les coudes, et quand il manquait quelque chose à l'un, si l'autre l'avait dans les poches, on partageait. Et les chasseurs et les pêcheurs, par exemple, s'occupaient beaucoup des gamins d'un foyer pour enfants qui est sur l'île, et aujourd'hui c'est presque plus le cas, parce que un chasseur préfère être payé 2000 € la semaine pour accompagner 3 touristes sur la banquise plutôt que s'occuper des enfants. Et ça, c'est tout le modèle et toute la structure sociétale locale qui est mise à mal. Donc il y a beaucoup de questions à se poser aussi sur l'impact de ce qu'on fait. Vous vous occupez d'un orphelinat là-bas, c'est ça ? Pardon ? Vous vous occupez d'un orphelinat là-bas ? Non, moi je nourris les chiens et je rigole avec les mômes. Mais pas plus. Okay. Et non, il y a des gens sur place qui font un travail tellement fabuleux et qui méritent qu'on leur rende hommage d'ailleurs. Oui. Mais c'est un sacerdoce.
moi, j'essaye de faire en sorte que ces mômes puissent continuer à voyager demain. Mais on va y arriver, hein, tout ça. Juste, il y a une petite période de transition qui est importante. Après, ce que vous disiez tout à l'heure dans le rapport aux énergies, etc., mais le nœud du problème, il est là. C'est l'énergie. L'énergie, elle vient d'où? Comment on l'a fait? Et jusqu'à ce qu'on ait inventé la fission à froid, il va falloir qu'on soit un petit peu plus économe. Et il faut, en fait, la question du sens. Ce que je vais faire là, est-ce que ça a un sens ou pas? Est-ce que c'est un sens suffisant? La fin et les moyens. Est-ce que ce que je fais là, ça mérite que je dépense autant d'énergie? Parce que pour l'instant, l'énergie, elle est morbide. Et donc, effectivement, le selfie sur Instagram ou le string de Kim Kardashian, on s'en fout. Pardon. Je vais une dernière question avant de se tourner vers notre public, s'il en a, lui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 dans l'état actuel de vos projets? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il advienne en 2020-2021? Votre souhait le plus cher, Loïc? Vis-à-vis du projet que vous avez engagé, par exemple, il manque quoi encore aujourd'hui? Moi, la première étape du projet, c'est d'apporter déjà une réponse techno, mais la technologie à elle seule, ça suffira pas. Donc c'est humain, en fait, ce qui a besoin de se passer sur Terre. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est des élections réussies aux États-Unis en 2020. Ok. Et puis que les gens soient plus curieux de l'autre, mais c'est fondamental, en fait. Il faut mettre un peu faut mettre les choses sur la table, pas avoir peur de l'autre et puis se confronter. Co-construire, c'est un beau mot, mais c'est une belle réalité quand ça se déclenche. Voilà. Eric, vous entamez le développement d'Evaneos à l'international? Oui, alors Evaneos, ça fait longtemps déjà qu'on a lancé en dehors de la France, donc on fait voyager maintenant des Allemands, des Italiens, des Espagnols, on s'est lancé aux États-Unis aussi l'an dernier. Et alors pour 2020, on a lancé une initiative en fait qui est liée à ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. On va essayer de se faire certifier B Corp. Donc B Corp, c'est une certification américaine qui est née il y a une dizaine d'années, qui permet en fait de mesurer les efforts et l'impact à la fois sociétaux, environnementaux que la société a vis-à-vis de ses salariés, de ses prestataires, de ses clients. Donc c'est extrêmement exigeant, donc ça va être un long travail, mais je pense qu'on peut faire progresser, améliorer que ce qu'on mesure. Donc déjà, il faut identifier les bons sujets, bien les mesurer, et il y a énormément de travail en fait. Donc voilà, ce que je nous souhaite, c'est d'arriver à être certifié B Corp, et ensuite, ça sera une base pour continuer à faire progresser nos actions. Et Virginie, la question, c'est le prochain voyage. Je sais pas. Pas encore. Pas encore. Parfois, ça se décide au dernier moment. Je sais pas. Christophe, un souhait pour Ushuaïa TV. Il y a une belle année qui se profile, des Ouais. nouvelles émissions, des nouveaux rendez-vous. Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est les 15 ans de la chaîne, là, et on voit que malgré ça, il y a encore beaucoup de boulot sur la prise de conscience et l'action. Donc c'est quelque chose qui nous tient à corps et à cœur, et on va continuer. Effectivement, des nouveautés à partir de mars, un magazine incarné avec des personnalités qui vont venir partager autour de leur engagement. Il y aura Nicolas Hulot en premier invité. Qui revient sur la chaîne. Qui revient à l'occasion d'un numéro spécial. Dans un magazine qui va se passer à la ferme, parce qu'on parle des enjeux, des grands sujets, mais voilà, on a aussi envie de retoucher la terre, le terroir, des valeurs essentielles qui nous rattachent à cette planète, qui sera là bien après que nous, on soit plus là. Voilà, donc une belle année, et puis de la bienveillance aussi. On parle de bonheur, de bienveillance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de positif, de solution, d'initiative. Prendre son destin en main, pas attendre grand-chose des politiques, un petit peu des entreprises, mais surtout prendre son destin en main chacun, avec l'aide des autres. Voilà. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que il y a quelques conseils qui sont passés, c'est assez facile de s'en souvenir. Si vous voulez voyager avec peu d'impact. Alors, pour les questions, parfait, bienvenue monsieur. Le micro est là, c'est le micro qui est debout ici. On vous écoute. C'est pas vraiment une question, mais c'est une petite contribution. Moi, je m'appelle Ibrahim El Ali. J'étais au Mali. J'avais fait une campagne de reboisement au Mali, et puis j'étais avec mon grand frère dans la voiture, on partait. À un certain moment, il prend sa bouteille d'eau qu'on avait vue, plastique, il ouvre la fenêtre, il la jette. Je retourne, je vois mon frère, je dis, mais tu es fou, pourquoi nous on fait des trucs pour protéger l'environnement, tu jettes la bouteille de plastique? Tu es fou de faire ça. Il rigole, il me dit, regarde dans le rétroviseur. Je regarde dans le rétroviseur, et je vois en fait 15 gamins qui courent. J'ai dit, ils font quoi? Il me dit, ils courent pour récupérer la bouteille. J'ai dit, mais pour en faire quoi? Il me dit, mais ces gamins que tu vois là, l'âge de Cathy,
il marche 7 à 8 km pour aller à l'école tous les jours, aller-retour. Il fait 16 à 20 km par jour pour juste aller à l'école. Et cette gourde, cette bouteille qu'on lui jette, là, qu'il ramasse, en fait, il l'utilise comme gourde d'eau pour aller boire. Et cette notion de voyage, là, il faut aussi avoir la capacité de respecter le fait social des sociétés dans lesquelles on est. Une autre anecdote que je vous raconte, qui est une expérience que j'ai vécue au Liban, parce que j'ai fait beaucoup d'actions de déminage avec la FUNUL, les forces françaises des Nations Unies. J'ai fait beaucoup de déminage, d'actions après les guerres et tout. Et puis, en allant dans leur campement, je voyais qu'en fait, les traitements des déchets, eux, ils sous-traitaient ça avec des camions libanais. Ils disent, bon, prends $50 et tu prends tous les déchets, tu les prends. Je viens les revoir, je dis, mais d'accord, tu as payé $50 ou $100, mais tu sais où il va ces déchets? Mais en fait, dans le contrat même, j'ai vu le contrat, c'était stipulé qu'une fois que ça sortait du camp, ils étaient plus responsables. Mais il n'y avait pas d'endroit de traitement des déchets, donc qu'est-ce qu'ils font les camions libanais? Ils vont les jeter dans la forêt ou dans la campagne, c'est tout. Donc j'ai amené les gens à être responsables à toutes les échelles. Je le dis qu'il faut aussi qu'on aille faire dans les projets CIMIC un projet de retraitement des ordures. Donc on en a installé 3 ou 4. Et en vous écoutant parler, c'est-à-dire que vous avez ciblé un peu sur le voyage citoyen, mais il faut aller beaucoup plus large. Il faut aller aussi sur le voyage aussi des entreprises. Quand on voit par exemple l'immense pollution qui existe dans les côtes nigériennes à cause de Total, mais ici il n'oserait pas faire 1% de ce qu'il fait en Afrique. Donc il faut faire voyager les citoyens, effectivement, mais il faut aussi penser aussi au voyage des entreprises également, comment ils polluent 1000 fois plus qu'un voyage d'un citoyen. Comment on peut, nous, à partir de l'Europe, ici, avoir impact sur les responsabiliser sur une externalisation des lois, par exemple, sur la protection de l'environnement. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Alors, c'est vrai, le sujet aujourd'hui, c'était plus le voyage à titre individuel. C'est vrai que la responsabilité sociétale des entreprises, on connaît bien ici au Festival de Temps Presse. On en traitera d'ailleurs une autre fois. Pour autant, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut réagir au propos de monsieur sur les comportements individuels avec des attitudes tellement différentes? Effectivement, vous avez cette attitude, monsieur, et la personne à côté de vous a l'attitude totalement opposée. Une petite réaction? Il faut y aller, là. C'est vrai, le changement dont on a besoin, tout ce qu'on consomme, quand on va chez Total, effectivement, c'est à ce prix-là. Et on a la possibilité de faire pression sur les entreprises. C'est nous qui consommons, c'est nous qui les faisons vivre. Et voilà. Mais vous avez complètement raison. Et le problème qu'on a devant nous est systémique. Et donc il faut prendre tous les paramètres en compte. Et voilà. Ça ne vaut pas grand-chose comme contribution. Si, parce qu'on a énormément à faire en tant que consommateur dans chacun de nos gestes au quotidien. Tout cela revient toujours, de toute façon, à chacun de nos choix quotidiens. Je pense qu'on sera tous assez facilement d'accord là-dessus. Allez, avec plaisir. Madame, je suis d'accord avec le monsieur du voyage, parce qu'on ne va pas changer toute notre vie. Effectivement, on pourrait penser que c'est systémique, qu'il faut tout bousculer, tout rechanger. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire d'autre. On pense toujours aux petites économies et on ne pense jamais aux grandes actions. Mon grand frère qui s'appelle Ali Haïdar, que vous devez connaître, il a reboisé, il a planté plus de 200 millions d'arbres dans les mangroves en Casamance. Et maintenant, il est chargé du projet de la muraille verte. Donc, c'est vrai, même ici en France, on pourrait penser à des actions massives de reboisement. On pense toujours à des petites actions, on ne pense pas à comment capter le carbone. N'importe quel arbre est un capteur de carbone. Mais pourquoi on ne ferait pas des immenses campagnes? Eric Labonnerdière tout à l'heure. Pourquoi on ne ferait pas d'immenses campagnes de reboisement? Quand on traverse les champs en France, on voit des vastes 100 à 200 hectares qui sont tout vierges. Pourquoi chaque 10 hectares, on ne mettrait pas 1 ou 2 hectares de forêt, par exemple? En tout cas, les actions que l'homme peut faire avec sa volonté sont supérieures aux petites économies. On ne va pas casser le voyage, ou en tout cas le voyage est une richesse pour beaucoup de pays, culturellement, pour beaucoup de choses. Mais pourquoi ne pas l'accompagner avec des actions qui sont importantes, qui capteraient le carbone pour compenser? Ça, c'est possible aussi. Et on pourra tout à fait traiter de la reforestation et du potentiel, effectivement, sur de larges échelles. Il me reste à vous remercier beaucoup, tous les quatre. Merci infiniment. Merci beaucoup.